Imaginez un instant. Et si l'un des jardins les plus luxuriants de la planète avait poussé sur du sable et du gravier? C'est un peu fou, non? Eh bien, c'est l'histoire incroyable de Findhorn. Une expérience qui a commencé dans des conditions qu'on pourrait qualifier d'impossibles et qui a fait fleurir bien plus que de simples légumes. Et le résultat, il était tellement spectaculaire que ça a attiré des experts du monde entier. Prenez sur George Trevelyan, par exemple, un vrai pionnier de l'agriculture biologique. Il est venu visiter dans les années 60 et il en est reparti complètement abasourdi. Il a dit, et je cite, « y avoir mangé les meilleurs légumes qu'il ait jamais goûtés ». Quand on sait que ça vient d'un homme qui, disons-le, en connaissait un rayon sur le sujet, c'est un témoignage qui pèse lourd. Du coup, ça nous amène forcément à la question centrale. Mais comment c'est possible? Comment une telle abondance a-t-elle pu jaillir d'un sol que tout le monde, absolument tout le monde, considérait comme mort? Pour le comprendre, il faut qu'on remonte ensemble à la source de ce mystère. Alors voilà, première partie, un jardin sur du sable stérile. Pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il faut se planter le décor. On est dans le nord de l'Écosse. Un littoral balayé par les vents, un climat froid et un sol que même les experts qualifiaient de stérile. En toute logique, rien, mais alors rien du tout, n'aurait dû y pousser. Le fondateur, Peter Caddy, le dit lui-même, et ces mots sont sans équivoque. Il ne parle même pas d'un sol pauvre, non, il parle d'un sol quasi inexistant. Leur point de départ, ce n'était même pas du sable, c'était carrément du gravier. Vous imaginez? Du gravier. Et voilà la transformation. On passe de cette espèce de terre aride, sablonneuse, à ça, ce jardin luxuriant, débordant de vie. Le contraste, il est saisissant. Franchement, ça résume tout le caractère quasi impossible de leur projet. Et attention, on ne parle pas juste d'impression d'amateurs, non. Des experts agricoles, des conseillers de la très prestigieuse Soil Association sont venus sur place. Au début, ils étaient sceptiques, on peut les comprendre, mais ils sont repartis complètement sidérés. Ils parlaient de vie en abondance, de sagesse suprême, bref, le phénomène Findhorn commençait sérieusement à intriguer le monde entier. Alors, qui sont les artisans de ce miracle? On pourrait imaginer des horticulteurs de génie, des botanistes ultra qualifiés. Eh bien, la réalité est beaucoup plus surprenante. Le projet, en fait, il repose sur un trio au parcours, disons, tout à fait singulier. Ok, alors comment est-ce qu'ils ont atterri là? Tout commence bien avant, en 1953, avec une expérience spirituelle. 9 ans plus tard, les aléas de la vie les amènent, avec leur amie Dorothée, à s'installer dans un camping paumé en Écosse. Et c'est là que tout bascule. C'est le chômage qui les force à lancer un petit potager. L'objectif de base, c'était juste d'avoir de quoi manger. Et c'est là que l'histoire devient vraiment folle. Qui sont ces fondateurs? Tenez-vous bien, un ancien officier de l'armée, une mère de 3 enfants et une fonctionnaire. Ils n'avaient pas d'argent, pas d'expérience en jardinage, pas de ressources, rien, zéro, à part une caravane et leurs allocations chômage. C'est justement ce dénuement total qui rend leur succès si extraordinaire. Donc, si leur méthode n'était ni scientifique, ni conventionnelle, c'était quoi alors? C'est précisément là que l'histoire prend une tournure fascinante. Leur secret, vous pouvez chercher, il ne se prouve dans aucun livre de jardinage. Non. C'était une approche spirituelle et même radicale qui reposait sur une idée simple: communiquer directement avec ce qu'ils percevaient comme les forces invisibles de la nature. En fait, leur méthode, c'était une sorte de collaboration unique en 3 temps. D'abord, il y avait Eileen. Elle recevait des instructions très pratiques au quotidien d'une voix intérieure. Ensuite, il y avait Dorothy. Elle communiquait avec ce qu'elle appelait les devas, qu'on pourrait voir comme les esprits architectes des plantes. Et enfin, il y avait Rock, qui dialoguait carrément avec des esprits de la nature, des figures plus mythologiques comme le dieu Pan. 3 canaux de communication très différents, mais tous tournés vers un seul et même objectif. Mais alors, un Deva, c'est quoi au juste? Dans leur vision des choses, ce sont les grands architectes du monde végétal. Ce ne sont pas la plante elle-même, attention, mais plutôt l'intelligence derrière. Le plan directeur, si on veut, qui orchestre la forme et la croissance de toute une espèce. Et ces communications, elles offraient une perspective complètement nouvelle. Par exemple, le Deva du pommier leur aurait expliqué un truc fou, que la germination d'une graine, ce n'est pas juste une réaction chimique à la chaleur et à l'humidité. Non, c'est un acte vibratoire, une sorte de note qu'ils émettent pour réveiller la graine. C'est une vision à la fois poétique et vraiment puissante de la vie des plantes. Et enfin, le 3e canal de communication passait par Rock. Lui, il renouait avec des mythologies beaucoup plus anciennes. Il disait converser avec Pan, cette force primordiale de la nature, le fameux dieu des forêts et des champs. Alors, de toutes ces pratiques qui peuvent paraître un peu étranges, eh bien, il a émergé une philosophie très cohérente, une toute nouvelle façon de voir la relation entre l'être humain et la nature.
Et cette philosophie, elle repose sur un changement de paradigme radical. On passe du jardinage conventionnel, qui est souvent basé sur une forme de domination, où on veut éliminer les nuisibles, les maladies, à l'approche de Findhorn, qui est la co-création. L'idée, ce n'est plus de se battre contre la nature, mais de collaborer avec elle pour créer un écosystème tellement sain, tellement équilibré, que les problèmes de parasites, ils ne se posent même plus. En pratique, ça se traduisait par des gestes qui peuvent paraître simples, mais qui sont en fait très profonds. Par exemple, ils traitaient les plantes comme des êtres vivants et sensibles. Ils leur communiquaient leurs intentions avant de les tailler. Ils demandaient aux insectes de partir avant d'utiliser le moindre spray, même bio. Les mauvaises herbes n'étaient plus des ennemis, mais des plantes sauvages qui avaient leur raison d'être. Et surtout, ils construisaient leur sol avec de l'amour, de la gratitude, en plus du compost. Une approche qui, d'après eux, nourrissait la terre tout autant de la matière organique. Et bien sûr, ce petit jardin un peu fou n'allait pas rester un secret très longtemps. Il est rapidement devenu le germe d'un mouvement bien plus vaste. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En à peine quelques années, le trio de la caravane s'est transformé en une communauté de plus de 12 personnes, puis des dizaines. Des curieux, des scientifiques, des chercheurs spirituels, des gens du monde entier ont commencé à affluer pour voir ce miracle de leurs propres yeux. Parce que l'héritage de Findhorn, il va bien au-delà du jardinage. C'est devenu un catalyseur pour des tonnes d'initiatives écologiques innovantes. En popularisant cette idée d'une conscience végétale, que les plantes sont des partenaires, la communauté a vraiment ouvert une brèche. C'est devenu un levier pour une évolution à la fois écologique et spirituelle. Et voici à quoi ça ressemble aujourd'hui, des décennies plus tard. Une véritable oasis de vie. C'est la preuve vivante, tangible, qu'un sol qu'on croyait mort peut être transformé en une terre incroyablement fertile. C'est la manifestation physique de toute leur philosophie. Finalement, le message de Findhorn, c'est peut-être tout simplement un message d'unité. L'idée que l'humanité n'est pas séparée de la planète, qu'on n'est pas au-dessus d'elle, mais qu'on fait partie d'un seul et même grand organisme, vivant et totalement interconnecté. Et toute cette expérience de Findhorn, elle nous laisse avec une question assez audacieuse, qui remet en cause toute notre relation au monde vivant. Et si la nature n'était pas juste une ressource à gérer, à exploiter, mais une conscience qui attend patiemment que l'on se mette à l'écouter?